Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina, les titres de votre 20h. Ce jour, 15 décembre 2015, le Burkina Faso a perdu l'une des plus grandes dames de son histoire. Jacqueline Kizerbo, l'épouse de feu le président Joseph Kizerbo, s'est éteinte ce matin à l'âge de 82 ans. Son combat pour l'éducation des filles et des garçons a fait sa renommée bien au-delà de nos frontières. Son portrait dès le début de ce journal. Il n'y a pas eu de grande différence dans les chiffres et le résultat reste inchangé. Roch-Marc Christian Kaboré est officiellement le nouveau président du Faso. Le Conseil constitutionnel l'a confirmé cet après-midi tout en proclamant les résultats définitifs du scrutin couplé du 29 novembre dernier. Après l'objectif du triple zéro et la fin des échéances des OMD, la Journée internationale de lutte contre le sida édition 2015 affiche d'autres ambitions. L'ONU-SIDA vise d'ici à 2020 l'atteinte de l'objectif triple 90. Ouarghaï, dans le Koulpé-Olgo, a abrité la commémoration de cette journée sur le plan national. Jacqueline Kizerbo est décédée ce matin à Ouagadougou. L'épouse de feu le président Joseph Kizerbo était affectueusement qualifiée d'héroïne des années 60. Professeure d'anglais, ses élèves la voyaient plus comme une mère qui savait toujours quoi dire lorsqu'il le fallait. Sa notoriété est allée au-delà des frontières du Burkina et lui a valu plusieurs distinctions honorifiques. Il y a quelques mois, Adama Koulibaly l'a rencontrée. Voici son témoignage. Jacqueline Marie-Thérèse Kizerbo, née Koulibaly, a vu le jour le 23 septembre 1933 à Ségou au Mali. Après son baccalauréat série philosophie à Dakar, elle poursuit des études de philosophie et littérature anglaise à la Sorbonne à Paris, où elle obtient la licence en 1956. Elle épouse en 1958 Joseph Kizerbo, historien et homme politique burkinabé. Engagés tous les deux dans la lutte pour l'indépendance des pays africains, ils rejoignent la Guinée à l'appel de Sékou Touré pour prêter main forte à ce pays nouvellement indépendant. Après la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta aujourd'hui Burkina Faso, le couple Kizerbo rentre au pays où Jacqueline est l'un des rares professeurs noirs à enseigner l'anglais au lycée Philippe Zenda Kaboré. Entre 1961 et 1974, elle est la toute première directrice africaine du cours normal de jeunes filles de Ouagadougou. Madame Kizerbo s'est consacrée à l'éducation, surtout des jeunes filles, à travers la formation de plusieurs générations de filles au Burkina Faso. La mixité de l'éducation des filles et des garçons est un facteur important pour amener les parents et les jeunes eux-mêmes à considérer qu'une fille vaut un garçon et que devant un tableau et devant un exercice de mathématiques, un garçon peut moins réussir qu'une fille. Celles qui ont bénéficié de cette éducation ne tarissent pas d'éloges pour cette femme cultivée et surtout rigoureuse qu'elles appellent affectueusement leur maman. Membre de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France dans les années 50, elle est membre fondateur du mouvement de libération nationale en 1958. Nominée parmi les hommes et femmes les plus admirés au monde en 1994, elle fut personne ressource de la Marche mondiale des femmes en 2003. Fait donc à l'âme de l'illustre disparu. Vous avez pu suivre la cérémonie en direct sur la télévision du Burkina. Le président du Conseil constitutionnel a validé les résultats proclamés par la CENI. Roch-Marc Christian Kaboré est confirmé président démocratiquement élu dès le premier tour avec plus de 53% du suffrage exprimé. Précision avec Draman Guéné. En cette séance, le Conseil constitutionnel annule les résultats de 83 bureaux de vote, mais le classement provisoire fait par la CENI est entériné. Au lieu de 53,49%, Roch-Marc Christian Kaboré l'emporte désormais avec 53,46% des voix. Article 1er, l'élection du président du Faso du 29 novembre 2015 est régulière. Article 2, le candidat Kaboré Roch-Marc Christian est élu président du Faso. Le candidat du MPP va donc présider à la destinée du Burkina pour les 5 prochaines années. À chaud, le directeur de la campagne du parti n'a pas d'autre mot que des félicitations. Nous félicitons la Cour constitutionnelle et tous les organes qui ont concouru à une élection apaisée, transparente et équitable dans notre pays. De l'autre côté, tous sont unanimes que le scrutin du 29 novembre a été régulier. Ces élections vraiment ont été transparentes et crédibles et nous souhaitons bonne chance au
président Marc Christian Kaboré dans ses nouvelles fonctions. J'apprécie le vainqueur parce qu'il a gagné. Et c'est une compétition que nous avons compétit tous ensemble d'une manière loyale. Et nous avons tous accepté notre défaite. Et nous allons tous nous mobiliser, même si nous serons dans l'opposition, pour que cela soit constructif, contribuer à ce qu'ils réussissent. En plus de l'étude des procès-verbaux, le Conseil constitutionnel a visité 2145 bureaux de vote durant le scrutin pour aboutir à ces résultats définitifs. Et le bal des audiences, lui, se poursuit au siège de la campagne du nouveau président du Faso ce matin. Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience 3 personnalités. Elles avaient toutes le même message, féliciter le nouvel élu et réaffirmer leur disponibilité à accompagner le développement du Burkina. Jean-Eudes Bayala et Pascal Kané. Une pluie de félicitations ce matin au siège de la campagne du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. 3 personnalités ont été reçues par le nouveau président élu. Toutes sont venues féliciter le nouveau président pour sa victoire à l'élection présidentielle. Et c'est l'ambassadeur de France qui a ouvert le bal des audiences. Jules Thibault est porteur des messages de félicitations du président de la République française, mais il en a profité pour parler avec Roch Marc Christian Kaboré des questions d'actualité comme la sécurité. Le Burkina Faso, comme la France, comme les pays, les véritables démocraties, sont confrontés à la menace terroriste. Le gouvernement de la transition, sous l'autorité du président Kafando, a pris des mesures qui ont permis la bonne tenue des élections, mais la menace reste présente. Et donc on a évoqué dans le détail ces problématiques-là qui sont centrales pour l'avenir du pays. Puis on a abordé aussi les questions économiques. La bonne nouvelle du jour vient de la Belgique. Son ambassadeur a annoncé la reprise des relations avec le Burkina Faso. Le Burkina Faso revient ainsi dans le cercle des pays qui ont des relations privilégiées avec le Royaume. Le Royaume de Belgique reprend sa coopération bilatérale avec ce pays. Après une interruption de, je pense, une quinzaine d'années. Donc, vu le processus de démocratisation, la Belgique a jugé opportun de prendre le Burkina Faso à nouveau dans sa liste de pays privilégiés pour un partenariat de coopération au développement dans les secteurs sociaux, dans les secteurs aussi productifs, et toute coopération au développement va de pair avec une coopération économique aussi. La dernière personnalité à être reçue est le représentant résident du système des Nations Unies au Burkina Faso. Il est venu réaffirmer la disponibilité de son institution à accompagner le Burkina Faso dans ses défis de développement. Je suis venu féliciter son Excellence pour son élection à la tête de l'État du Burkina Faso. Et puis, je suis également informé de la disponibilité du système des Nations Unies à appuyer le gouvernement qui mettra en place pour la mise en œuvre du programme national de développement économique et social. Et également, je l'ai informé de la disponibilité du système des Nations Unies à accompagner l'ensemble des acteurs du Burkina Faso à retravailler au renforcement de la cohésion et de la réconciliation nationale. Une pause à présent dans ce journal pour recevoir M. Denis Nikiema. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes alors le premier vice-président de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Merci. Alors, le Conseil constitutionnel a validé cet après-midi même les résultats du scrutin du 29 novembre dernier. Quelle appréciation faites-vous du score de votre candidat Zéphirin Diabré? Bon, avant tout propos, je voudrais m'associer à l'ensemble du peuple burkinabé pour présenter à la famille Kizerbo nos condoléances les plus attristées pour la perte de Madame Jacqueline Kizerbo, qui fut dans les années 60 un de nos professeurs au lycée Zenda avant de rejoindre donc, le cours normal. Cela dit, donc, le Conseil constitutionnel a donc a proclamé les résultats officiels de l'élection présidentielle. Ces résultats ne diffèrent pas de beaucoup de ce que des résultats provisoires. Nous prenons acte, puisque nous avons déjà félicité le président Roch dès le lundi 30, avant la proclamation des résultats provisoires, nous l'avons félicité pour son élection à la plus haute
à la plus haute sphère de l'État. Ok, alors au vu des résultats, l'UPC est en bonne position pour occuper les premiers rangs de l'opposition. Quel genre d'opposition vous allez mener? Bon, ce n'est pas une nouvelle puisque l'opposition, l'UPC dans la législature précédente était déjà dans l'opposition. Nous avons même été chef de file de l'opposition. Et l'UPC est une opposition républicaine et nous allons continuer dans la même lancée. En ce sens que dans l'ancienne législature, les bonnes lois, nous les avons votées. Les lois qui ne sont pas bonnes, nous les avons combattues, comme les lois sur le Sénat, la loi sur l'article 37 qui a fait l'objet donc des manifestations des 30 et 31 octobre 2014. Donc nous sommes une opposition constructive, pas systématique. Nous ne disons pas que nous ne pensons pas avoir le monopole des meilleures idées. Tous les Burkinabés ont de bonnes idées et quand elles sont bonnes, il faut les encourager. Par contre, si elles sont mauvaises, il faut les combattre. Est-ce qu'on pourrait voir l'UPC dans le gouvernement, le prochain gouvernement? Bon, ça je ne peux pas le dire. Cela me paraît vraiment difficile. Pour la simple raison que vous voyez, bon, nous sommes la deuxième force politique de ce pays. Si l'UPC entre dans le gouvernement, cela veut dire que déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, nous aurons 55 plus 33 députés, 88 députés. Et si vous ajoutez les autres partis satellites qui sont là, nous allons avoir une chambre introuvable et finalement, nous allons aboutir à un parti unique ou à une chambre vraiment monocolore. Donc pour ce faire, dans l'intérêt du Burkina, nous pensons qu'il est bon que l'UPC assure la veille et reste dans l'opposition pour pouvoir continuer à dénoncer ce qui ne va pas, ce qui est mal fait et ce qui est à corriger. Et en étant dans le gouvernement, cela n'est pas possible? C'est difficile parce qu'il y a la solidarité gouvernementale. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Et mieux, on vient de proclamer les résultats. Les Burkinabés, dans leur majorité, en toute souveraineté, ont élu le président dont le programme leur convenait le mieux. Alors, comment voulez-vous, nous avions un autre programme qui n'est pas celui du MPP. Si nous entrons au gouvernement, quel programme on va appliquer? Il n'y a pas eu d'accord de gouvernement, il n'y a pas eu de négociation. Donc, vraiment, je pense que même pour l'intérêt du Burkina, il est bon qu'il y ait une bonne opposition à l'Assemblée. Parce que si l'opposition n'est pas dans l'Assemblée, elle est où? Dans la rue. Est-ce qu'il y a des alliances à votre niveau entre l'UPC et d'autres formations politiques qui sont déjà scellées? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'alliance. Je ne sais pas de quel type d'alliance. Des alliances avec d'autres partis qui sont aussi à l'hémicycle? Non, pas encore, puisque de toute façon, on n'a pas encore validé aussi l'élection des députés et ils ne sont pas encore réunis. Donc pour le moment... Est-ce que cela est envisagé, M. Nikema? Bon, cela pourrait se faire. Cela pourrait se faire pour la mise en place. Et avec quel parti, par exemple? Non, avec tous les partis qui vont être d'accord avec nous, parce que nous n'avons pas de préjugés. Nous n'avons pas de préjugés. Tous les partis, nous sommes tous des Burkinabés, nous sommes tous des enfants de ce pays, et nous n'avons pas d'ostracisme particulier vis-à-vis d'un parti. Merci beaucoup, M. Denis Nikema. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Vous étiez donc notre invité ce soir. Merci. Dans la suite de cette édition, le président Michel Kafando, après la Guinée, est arrivé ce soir à Abuja où il va prendre part à au 48e sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Avant de quitter Conakry ce matin, Michel Kafando s'est entretenu avec son homologue guinéen qui a été invité à assister à l'investiture de Roch Marc Christian Kaboré le 29 novembre prochain. Le point avec nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Michel Kafando s'entretient avec Alpha Condé au palais Sékou Toureya. Au lendemain de la prestation de serment du président guinéen, le président du Faso lui réaffirme tout son soutien. Je les féliciter à nouveau et surtout encourager parce que tout le monde sait que ce n'est pas facile d'être dirigeant dans nos pays parce que les obstacles auxquels on est confronté sont énormes. Alors, d'avoir fait un premier mandat, d'inaugurer un deuxième mandat, c'est tout à son honneur, donc je l'ai encouragé. Alpha Condé, quant à lui, salue la réussite de la transition au Burkina Faso, malgré les multiples obstacles. Et c'est rare qu'on dise 1 an de transition et que le délai soit respecté. Or, malgré tous les soubresauts, les délais ont été respectés. Donc j'ai tenu vraiment à lui manifester toute notre satisfaction pour tout le travail qu'il a fait. Je sais qu'aujourd'hui,
les changements qui ont eu lieu vont permettre réellement à la démocratie de s'instaurer à Ouagadougou. Et là, il en a pour beaucoup. L'investiture du nouveau président du Faso, c'est pour ce 29 décembre. Michel Kafando a invité son homologue guinéen à prendre part à cette cérémonie historique. Une invitation acceptée. Et puis ce communiqué avant de poursuivre, le ministre délégué chargé de la sécurité informe la population que l'usage des pétards et autres explosifs similaires à l'occasion des fêtes de fin d'année est interdit sur toute l'étendue du territoire national. Et par conséquent, pour que les fêtes se passent bien, il appelle au respect strict de cette mesure qui vise à garantir la quiétude et la sérénité. Elle était annoncée, elle a débuté ce matin à Ouagadougou. L'opération d'indemnisation des blessés de l'insurrection des 30 et 31 octobre et du putsch manqué du 16 septembre a été lancée par le ministre en charge de l'action sociale. Une enveloppe de 300 000 francs est remise à chacune des victimes. C'est tout un symbole, nous disent Mokhtar Ouedraogo et Viviane Tchendrobeogo. Issouf Nakanabo fait partie des victimes des événements des 30 et 31 octobre 2014. Aujourd'hui, les blessures ont cicatrisé et c'est avec humour qu'il les montre devant la caméra. Il perçoit l'appui du gouvernement comme un symbole. Nous sommes tous nombreux ici à toujours porter des choses que voilà, on ne pourrait pas remplacer avec 300 000. Mais quand la nation décide de vous donner quelque chose pour vous témoigner sa reconnaissance par rapport à une action que vous avez menée, quelle que soit cette somme-là, vous avez vraiment le droit de reconnaître que c'est une bonne chose. Donc nous apprécions à sa juste valeur. Les victimes de l'insurrection et du putsch sont estimées à environ 900. Pour le moment, plus de 300 ont été identifiés. Ils recevront chacun 300 000 francs CFA. Une autre procédure est en cours pour l'indemnisation des autres victimes. La justice va se mettre sur un certain nombre de dossiers vraiment sensibles, de sorte que toute la lumière soit faite et qu'en termes d'indemnisation, justement, c'est à l'issue de ces conclusions judiciaires que l'on pourra appeler ces personnes pour les indemniser. Mais dans l'immédiat, en termes de solidarité nationale, nous nous sommes engagés donc dans la dynamique d'accompagnement social à apporter à nos victimes. Plusieurs guichets sont ouverts à l'immeuble Baonguin pour accueillir et indemniser les victimes de l'insurrection et du putsch du 16 septembre. Au soir de la transition, le CNT fait le bilan à Gawa, dans le sud-ouest. Le Conseil national de la transition est allé rendre compte de cette année post-insurrectionnelle. L'assistance a ainsi pu mesurer la portée d'une centaine de lois et de résolutions adoptées par le CNT au cours de son mandat. Le point avec Ali Sagnon et Draman Kabouré. À quelques semaines de la fin de leur mandat, les mandataires des insurgés des 30 et 31 octobre 2014 rendent compte de leur mission d'un an aux populations du Sud-Ouest. Voter les lois, consentir l'impôt et contrôler l'action gouvernementale sont entre autres principales missions qui étaient assignées aux députés du Conseil national de la transition. Nous avons adopté à ce jour une centaine de lois et résolutions, aussi bien entrant dans tous les domaines de la vie sociale. Donc c'est ça qu'on est venu, on a présenté ces différentes lois-là pour que les gens comprennent pour telle et telle loi, dans quel sens ça a été pris. La loi portant statut des forces armées nationales et celle relative à la magistrature suprême, la loi contre la dépénalisation des délits de presse, la prévention et la répression de la corruption, la loi portant mise à disposition des documents administratifs aux hommes des médias et celle relative au code électoral ont fait l'objet de débats entre acteurs de développement du Sud-Ouest et de la délégation du Conseil national de la transition. Chacun tire en tout cas un point d'intérêt, mais il faut avouer que pour un an d'exercice, le nombre de lois qui ont été votées est suffisamment élogieux. Ceux-ci disent compter sur la bonne volonté des nouvelles autorités à mettre en application toutes les dispositions réglementaires que le Conseil national de la transition a adoptées. On en vient à la commémoration différée de la Journée internationale de lutte contre le sida. Le Burkina Faso s'inscrit dans la vision de l'ONU-SIDA qui veut que dans 5 ans, 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique et sont tous sous traitement ARV et 90% des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable de manière durable. La commune de Ouargaï a abrité cette commémoration que nous relatent Roger Kam et Wendata Nathalie Kaouré.
Un défilé de sensibilisation sur le VIH-Sida, appuyé par un sketch sur la nécessité de connaître son statut sérologique. Voici quelques temps forts de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida à Ouarglaï. Selon les chiffres du ministère de la Santé, au Burkina Faso, le taux de séroprévalence est passé de 7% en 1997 à 0,92% en 2013. Aujourd'hui, les acteurs de la lutte se fixent un nouveau défi. Faire en sorte que d'ici à 2020, 90% des PVVIH connaissent leur statut, 90% des personnes qui connaissent leur statut de séropositivité accèdent au traitement et 90% des personnes sous traitement aient une charge virale supprimée. Chaque Burkinabé devrait retenir une fois de plus qu'il est important, plus qu'important de connaître son statut sérologique. Il n'y a pas de gêne aujourd'hui à se faire dépister parce que véritablement cela augure de lendemain meilleur et nous souhaitons que le patient qui est sous ARV aujourd'hui, qui est sous traitement et bien suivi, puisse mener une vie paisible. L'ambition du gouvernement burkinabé, c'est de classer le sida sur la liste des maladies éradiquées à l'horizon 2020. Mais pour y parvenir, il faut lever certains obstacles. Il y a 25% de la population générale qui a fait le test et qui connaît son statut. Le dernier point noir que nous avons, c'est le recul des partenaires techniques et financiers. Sur le plan financier, l'État burkinabé est à l'heure actuelle le principal partenaire financier de la lutte contre le VIH-Sida. À l'occasion de cette journée, des acteurs de la lutte contre le VIH-Sida ont reçu des distinctions pour leur engagement auprès du gouvernement à faire reculer la pandémie. Et après Ouarglaï dans le centre-est, c'est Nouna dans la Boukou du Moun qui va accueillir la célébration de cette journée en décembre 2016. Retour à présent sur une lutte entamée depuis plusieurs décennies. Le Burkina Faso, touché par le sida dans les années 87, n'a ménagé aucun effort pour barrer le chemin à la pandémie. Des acteurs jettent un regard critique sur la lutte menée avec des partenaires nationaux, régionaux et internationaux. C'est dans ce dossier signé de Gérard Sommet et Nathalie Sawadogo. 0,92%, c'est le taux de prévalence du VIH-Sida évalué en 2014 au sein de la population burkinabé en général. Un progrès important à mettre à l'actif de tous les acteurs œuvrant dans la lutte contre ce fléau. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Les réalités sont tout autres dans d'autres populations. Quand on prend les travailleuses du sexe, on se rend compte qu'il y a une prévalence qui va jusqu'à 16%. Quand on prend les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, il y a une prévalence qui est élevée aussi. Et quand on prend les orpailleurs ou même les femmes enceintes, la prévalence est plus élevée que la moyenne nationale. Depuis un certain temps, les activités de sensibilisation sont en baisse dans le pays. Et pour le SPCNLS, cela est imputable à la crise financière internationale. Nous avons eu une réduction importante des ressources financières et deuxièmement, nous avons changé de stratégie. On s'est rendu compte que les grands tapages pour l'information grand public n'accrochent plus. Donc nous faisons de plus en plus de la sensibilisation ciblée à travers par exemple les groupes où la prévalence est la plus élevée. Pour le réseau africain Jeunesse Santé et Développement Burkina Faso, la consolidation des acquis n'a pas été au cœur des priorités des autorités de la transition. Je pense qu'au niveau de la transition, les gens ont mis beaucoup plus l'accent sur les questions politiques, les questions électorales. On a oublié que dans un pays, il y a des activités sociales, des activités de santé qui n'ont pas de coloration politique. Donc des questions de développement durable tout court. Donc c'est ce qui est le cas de l'éducation, c'est ce qui est le cas de la santé. Donc dans un programme de transition, et étant donné que le Conseil national de lutte contre le sida et les IST est placé sous l'autorité du président de la transition, il y a eu même une session qui a été tenue à Ouaga 2000, présidée par le chef de l'État. Il a vu les résultats qu'on a présentés, donc nécessairement, il devrait y avoir un suivi et un regard par rapport à cette préoccupation. La jeunesse, c'est l'avenir, a-t-on coutume de le dire. Investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir. Et pour le réseau africain Jeunesse Santé et Développement et l'Association africaine de solidarité, les nouvelles autorités qui arrivent devront se consacrer sur la santé et l'éducation des jeunes.
La satisfaction des résultats engrangés ou encore l'avènement d'épidémies telles que l'Ebola peuvent justifier la rareté des ressources dans la lutte contre le sida. C'est un fait avéré et malheureusement le risque de regain de la maladie est grand. Les acteurs sont pour le moins inquiets. C'est le sentiment que nos reporters traduisent dans ce reportage signé de Idrissa Ouarga et Christine Koulibaly. 50, c'est le nombre de nouveaux cas d'infection au VIH que l'hôpital de Chou de Bobo-Dioulasso reçoit par mois, soit environ 600 nouvelles infections par an depuis un certain temps. À travers ce chiffre, on peut faire deux explications. On a évidemment probablement le nombre de personnes infectées qui augmente parce que la sensibilisation n'est plus comme ce qu'elle était avant. Mais ces chiffres aussi peuvent s'expliquer par l'augmentation du nombre de personnes qui adhèrent au dépistage. Tout compte fait, difficile aujourd'hui de distinguer une personne infectée d'une autre saine, preuve que des acquis ont été engrangés dans la lutte contre le mal du siècle. Des acquis qui restent fragiles. Moi, j'ai discuté avec un médecin, je lui ai posé la question et il m'a dit, souvent, il arrive quelquefois que dans la semaine, ils peuvent avoir au moins 10 à 12 nouveaux cas. Et ces nouveaux cas-là, c'est plus la jeunesse en fait. Une jeunesse qui n'a pas bénéficié pour la plupart des grandes campagnes de sensibilisation d'antan. Et donc cette génération qui n'a pas bénéficié de ça, qui n'a pas vu les cas graves du VIH-Sida, ne prennent pas les précautions. Moi j'appelle ça la génération sacrifiée. C'est une génération sacrifiée parce que personne ne s'en occupe. Ni les partenaires, ni nos gouvernements, ni même nous les associations. En attendant, la diminution des ressources affecte la qualité de la prise en charge du VIH, tant sur le plan médical que psychosocial. Nous ne pouvons plus faire ce qu'on faisait d'antan, notamment dans la qualité de la prise en charge. Il y a le suivi à domicile des patients qui ne peut plus se faire. Il y a certains examens de laboratoire aussi pour lesquels nous avons des difficultés. Donc ce qui est très difficile pour nous, nous payer même les médicaments à 500 francs, nous n'arrivons pas à faire ça. N'en parlons pas de débourser 25 000 francs pour aller faire des examens. C'est peut-être à ce prix qu'on pourra un jour, avec l'aide de la science, atteindre l'objectif du 000. 0 nouvelle infection, 0 décès liés au sida, 0 discrimination. Et pour clore ce chapitre santé, nous prenons la direction de Kongoussi dans le BAM. Des médecins viennent d'y achever une formation d'1 mois et demi sur la gestion des districts sanitaires. L'enjeu de cette session, assurer une meilleure organisation des services de santé sur toute l'étendue du territoire national. Les précisions de Pawandrogo, Jean Zongo et Lazare Pouya. Après 6 semaines de formation à la conduite des activités du district, de nouveaux concepts et de nouvelles approches, ces 30 médecins sont désormais nantis de nouvelles compétences dans l'organisation des services de santé et dans la prise en charge des patients. Ces 30 médecins ont reçu donc 16 modules qui ont été dispensés et cela va donc des concepts généraux en passant par les aspects de qualité des soins, de management de la qualité des soins, avec la supervision du personnel de santé, la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, mais aussi des aspects de législation sanitaire. Parmi ces 30 médecins, 16 ont été formés en chirurgie essentielle. Tous les lauréats de cette 25e session ont pris l'engagement de mettre leurs connaissances au service de la nation. Cette formation nous a permis d'approfondir nos compétences en santé publique. En ce sens que ça va nous permettre de mieux gérer nos districts sanitaires. Cette formation vise comme objectif à renforcer les capacités managériales des médecins au niveau des districts sanitaires qui constituent en fait le point de contact des populations avec notre système de santé. Dr Guéné Sanou a également exhorté les lauréats à cultiver le dialogue, la communication et la bonne gouvernance au sein de leurs services respectifs. Ils ont également la lourde mission de choisir les meilleures alternatives et stratégies pour améliorer l'état de santé des populations. C'est parti pour la campagne agricole sèche 2015-2016. L'honneur est revenu à la commune de Karaba, dans la région des Hauts-Bassins, de lancer cette campagne. Un point d'honneur est mis cette année sur l'adoption des technologies innovantes dans le secteur de l'irrigation. Hassan Gourabou, Kadou Romenki. Les cultures de contre-saison comme alternative pour une sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique marqué par des conditions pluviométriques généralement défavorables pour les pays du Sahel comme le Burkina Faso.
C'est le leitmotiv de la présente campagne agricole de saison sèche qui fait la part belle aux techniques innovantes d'irrigation. Une agriculture irriguée qui devrait pouvoir combler le déficit de la saison pluvieuse en termes de besoins alimentaires. Au titre de la présente campagne de saison sèche, objet de la présente cérémonie, il est attendu 1 380 000 tonnes de cultures maraîchères, 37 525 tonnes de céréales, dont 27 368 tonnes de riz et 10 164 tonnes de maïs, 52 836 tonnes de tubercules, 758 352 tonnes de fruits et 1245 tonnes pour les protéagineux et oléagineux. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement bénéficie du soutien de ses partenaires. Je souhaite vraiment que notre projet ici, qu'on a lancé aujourd'hui, va être vraiment une réussite pour la population rurale. C'est eux qui doivent profiter de notre engagement et aussi de l'engagement du gouvernement du Burkina Faso. D'un coût total de 1,4 milliard de francs CFA. Le projet Promotion des cultures de contre-saison interviendra dans les régions de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest, du nord et des hauts bassins. Au-delà de l'aspect production, le projet va également accompagner la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Un accompagnement qui commence déjà avec cette remise des semences améliorées et autres matériels agricoles à ces producteurs modèles de la commune de Karaba. L'administration fiscale se veut plus performante et moderne. Ces mots guident la 4e conférence annuelle de la Direction générale des impôts, ouverte ce matin à Ouagadougou. Le management des ressources humaines est au centre de cette vision de l'administration fiscale. La conférence qui se tient à Ouagadougou va durer 2 jours. Konsoun Koulibaly et Lazare Pouya. C'est une conférence annuelle de la Direction générale des impôts qui s'ouvre dans un contexte post-insurrectionnel sur le management des ressources humaines. Un management dont l'objectif final est d'arriver à une administration fiscale moderne et performante. Et pour y arriver, ces participants vont entre autres échanger sur le plan de carrière des agents, la planification stratégique des ressources humaines et la gestion de la communication. Le taux de progression annuel des effectifs de la DGI est de 10% depuis 2012. Ces évolutions permanentes des effectifs et l'environnement socio-économique interpelle nos administrations à adopter de nouvelles méthodes de travail en phase avec les exigences du moment. Les participants à cette 4e conférence de 3 jours devront sans complaisance réfléchir entre autres sur les modes des affectations et des nominations. Ces questions font constamment l'objet de réformes en vue d'une amélioration des conditions de vie et du travail des agents dans un environnement socio-économique en perpétuelle mutation. C'est donc dire que l'administration a pris toute la mesure de l'importance des ressources humaines dans la performance de ces structures. À terme, la rencontre devrait aboutir à des propositions de solutions en vue de satisfaire les attentes des travailleurs de la Direction générale des impôts. Que nous révèlent les quotidiens de ce mardi 15 décembre 2015? Réponse avec Sibidi Issa Lankwande qui signe la revue de presse. Le mot d'ordre de grève générale est levé, mais il n'y aura pas de trêve sociale, propos de l'unité d'action syndicale dans les colonnes des parutions du jour. Le mouvement syndical juge le mot d'ordre à présent vide de son contenu, après que quelques-unes de ses principales revendications liées à l'avènement du putsch de septembre aient trouvé solution. Cette levée du mot d'ordre, selon les responsables syndicaux, ne constitue aucunement un état de grâce accordé au président nouvellement élu. Pour eux, ce serait même insulter son intelligence que de demander une trêve sociale quand la maladie et la faim ne connaissent pas de période de grâce, peut-on lire. Pendant ce temps, la Sofitex, elle file le parfait amour avec son pool bancaire national qui a décidé de lui accorder une enveloppe de 80 milliards de francs CFA pour la campagne cotonnière 2015-2016. Cette somme va servir à la nationale des fibres textiles pour assurer le transport du coton dans les usines et son évacuation vers les ports d'embarquement. Investiture du président guinéen Alpha Condé, 5 autres années pour convaincre, titre l'Observateur Palga. Le journal veut bien croire de toute bonne foi qu'avec les péripéties que la Guinée a connues sous son premier mandat, fait de contestation suite à son élection et surtout de la désastreuse épidémie d'Ebola, Alpha Condé va avoir la latitude d'agir et d'imprimer sa marque. Des travaux d'Hercule, il y en a sur le chantier de développement de ce pays
qui n'a connu à sa tête jusque-là qu'un despote, un fantasque et un roi fainéant qui n'ont rien offert d'autre aux Guinéens que souffrance. Reste maintenant au président Condé à faire la preuve qu'il est l'homme d'État capable de relever les nombreux défis. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très belle suite de soirée sur la télévision du Burkina.